Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur le live de Flacon, du coup animé par Clément, qu'on remercie, qui est le fondateur et qui va nous expliquer un petit peu sa vision. Merci à tous d'être présents dans le live. Merci encore une fois à Clément d'être présent. Le but est que tu nous expliques un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené à créer Flacon aujourd'hui. Comment t'as amené l'entreprise déjà à de tels résultats et quelle est ta vision pour demain, tout simplement. Et bah, enchanté tout le monde. Du coup, moi, je m'appelle Clément Gaveau, je suis le fondateur de Flacon. Voilà, donc j'ai 27 ans, j'ai créé Flacon il y a 3 ans, suite à un stage que j'avais fait dans une marque de champagne aux États-Unis chez Louis Roederer, et où j'avais découvert ce format magnifique du flacon, qui était un grand succès outre-Atlantique et qui existait aussi en France, mais à la base plutôt pour les professionnels, pour faire de l'échantillonnage et pour permettre de faire découvrir leur vin facilement. Et en fait, j'ai tout de suite vu dans ce format quelque chose d'assez incroyable pour faire quelque chose que moi-même j'avais vécu, qui était essayer de découvrir le vin, découvrir des grands vins sans avoir à payer les bouteilles. C'est toujours ça qui est un peu compliqué. Le monde du vin, c'est un monde qui est un peu élitiste et c'est pas forcément toujours facile de pouvoir acheter toutes les bouteilles pour pouvoir former son palais ou découvrir des nouvelles pépites. Donc c'était un peu ça l'idée des flacons, c'était de pouvoir permettre à n'importe qui, facilement, depuis chez lui, de goûter des grands crus et d'être guidé dans cette dégustation. Qu'on soit néophyte et qu'on veuille apprendre plus sur le vin et s'initier, ou qu'on soit aussi connaisseur et qu'on veuille étendre ses horizons œnologiques, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, il y a 3 ans, on a eu une belle accélération ensuite avec des produits qu'on a lancés qui ont eu des grands succès, que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ou autres pour nos clients, avec les calendriers de l'Avent, des coffrets de dégustation de vin et autres. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on propose aujourd'hui, c'est des coffrets de dégustation de vin et de spiritueux en format flacon de 100 millilitres pour les vins et de 50 millilitres pour les spiritueux. Donc la particularité de ces flacons-là, c'est que du coup, ils font 2 verres de dégustation chacun. Un verre de dégustation professionnelle, c'est 2 verres, c'est 50 millilitres en verre Inao. Donc là, il y en a pile 2 dans un verre de 100 millilitres, dans un flacon de 100 millilitres. Et l'idée, c'est de pouvoir déguster ça, partager avec son conjoint, sa conjointe, quelqu'un d'autre, une dégustation et être accompagné dans cette dégustation. Je vous ai amené un petit exemple pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Ici, hop, un flacon de 100 millilitres, donc on voit quand même la taille qui est souvent plus conséquente que ce qu'on s'imagine. Pour 100 millilitres, ça fait quand même quelque chose d'assez sympathique. Et je vous ai ramené également un coffret pour que ça soit encore plus concret. Voilà le coffret total. Ici, c'est notre best-seller, c'est le coffret des vins rares. Et hop, quand on l'ouvre à l'intérieur, vous voyez qu'il y a 4 flacons différents de vin. Donc ici, on a un vin orange qui est mis en bouteille pendant la lune rousse, donc qui s'appelle lune rousse. On va avoir un vin de voile qui est un truc très sympa à goûter si vous ne l'avez pas fait. Un vin qui est vinifié sous la mer, Egatega, qui apporte quelque chose de très sympathique aussi. Voilà, un vin doux naturel, plein de belles choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de goûter et qui peuvent être tout à fait du coup intéressants de goûter avec ce format-là. Et à chaque fois, pour pas être perdu dans cette dégustation, vous avez des petits fascicules, des petits livrets de dégustation pour en savoir plus, avec notamment un livret de dégustation, avec à chaque fois les petites notes de chaque vin, en savoir plus sur le domaine, etc., comment en savoir plus. On a également un QR code à scanner pour être guidé dans sa dégustation par le meilleur sommelier de France. Ça, c'est une des grandes chances qu'on a. C'est qu'on a un contrat d'exclusivité avec un meilleur sommelier de France, qui est aussi meilleur ouvrier de France, et qui est chef sommelier d'un palace parisien, et qui lui, du coup, nous fait toutes les dégustations. Il fait des vidéos de 1 minute 30 où vous avez à chaque fois la dégustation en live dans votre salon par un meilleur sommelier de France, comme si vous étiez dans un palace. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et puis, évidemment, si vous voulez apprendre à déguster aussi, vous avez un petit carnet comme ça, sur lequel vous pouvez prendre vos notes et vous entraîner à la dégustation. Hop, voilà, avec un petit template. Et ensuite, vous pouvez scanner ça et vous avez directement les réponses proposées par le meilleur sommelier de France pour pouvoir vous comparer et apprendre à progresser, que vous soyez néophyte pour apprendre ou connaisseur pour aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment les produits qu'on propose. Ça, c'est pour la partie vin. Et du coup, pour la partie spiritueux, je vous ai amené la deuxième format qui ressemble à ça. Coffret de spiritueux, ici les rhums rares, qui est un de nos best-sellers aussi. Et là, on peut voir que c'est des flacons qui sont un peu plus petits, puisqu'ils font 50 millilitres, comme j'ai dit tout à l'heure. Je mets les deux à côté pour que vous puissiez comparer. Voilà, là, c'est la moitié du coup de celui-là. Et là, on a des rhums qui viennent du monde entier, de France et d'ailleurs. Très sympathique, avec toujours cette idée d'avoir des livrets de dégustation, le petit QR code pour en savoir plus, et puis de quoi prendre des notes pour découvrir son talent caché, comme on dit, et voir où vous en êtes dans cette dégustation. Voilà pour les produits. Juste sur les produits, Clément, je te coupe rapidement, mais on est en plein dedans, donc c'est parfait. Il y a Agathe qui demande comment tu sélectionnes les vignerons avec qui tu travailles. Voilà, et Daligny également qui demande voilà, qu'il est intéressé de savoir
comment se passe la sélection. Donc, dans le processus, je pense, de sélection, comment tu vas chercher les vignerons et comment ensuite tu les sélectionnes. Alors, tu l'as dit, je pense qu'avec ton partenariat avec le meilleur ouvrier de France aussi, je pense qu'il joue une part importante dans la sélection. Mais est-ce que tu peux nous détailler vraiment le processus? Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est extrêmement central du coup dans ce qu'on fait. C'est vraiment la chance qu'on a, c'est de pouvoir avoir ces experts qui nous accompagnent, dont du coup ce meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France. Il n'y a que 3 personnes en fait en France qui ont ces 3 titres-là avec chef sommelier de Palace. Enfin, il n'y a que 2 personnes pardon en France, et nous on a la chance de pouvoir en avoir un en exclusivité chez nous. Et donc là, typiquement, lui, il a un carnet d'adresses forcément bien fourni. Il a des belles références qui parlent uniquement, qui sont souvent sur des tables étoilées. Nous, l'idée, c'est d'avoir que des vins qui sont sur des tables étoilées et qui méritent d'être dégustés et d'être découverts dans ce format-là. Donc, il nous ouvre son carnet d'adresses avec des vignerons, d'autres qui viennent nous voir et qu'on sélectionne aussi avec des dégustations qu'on fait régulièrement. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous faire découvrir à la fois des vins d'exception qui sont parfois un peu trop chers et que là, avec le format flacon, ça va permettre, du coup, pour le même prix d'une belle bouteille, vous pouvez en déguster plusieurs dans un coffret. Ou bien des vins pépites que vous n'avez pas forcément l'idée de goûter. Et donc là, notre ami, le meilleur sommelier de France, va aller vous proposer cette sélection. Et en nous faisant confiance là-dessus, on va vraiment vous faire découvrir des choses sympas. Moi, la plus grande victoire que j'ai à chaque fois, c'est notamment, par exemple, sur ce coffret-là, des vins rares, c'est quand on me dit « Ah bah tiens, je ne savais pas que j'aimais bien ce vin, un vin de voile, qu'est-ce que c'est, un vin orange aussi, comment ça va se passer ?» Et qu'en fait, après, on me dit « Ah bah j'ai adoré ce vin-là », ou même encore mieux, quand on me dit « J'ai pas aimé, mais je sais pourquoi j'ai pas aimé, et en fait, pour telle et telle raison, et maintenant je sais que je vais me diriger vers ça ou ça. » Et c'est vraiment ce côté-là de découverte qui plaît beaucoup, et c'est ça, du coup, qui est permis par notre comité d'experts qui travaille là-dessus pour pouvoir proposer une sélection de qualité. Très, très clair. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, mais ton MOF joue un rôle très important dans la sélection. Quel partenariat, tu disais partenariat avec lui, tu as? Est-ce que les salariés de l'entreprise ou c'est vraiment Non, alors il n'est pas salarié de l'entreprise, il travaille pour nous du coup à temps partiel puisqu'il est salarié d'un palace parisien dans lequel il travaille à temps. Donc nous, il a un contrat de freelance avec nous pour permettre de faire la sélection régulièrement, de faire les vidéos de dégustation et autres. L'idée, c'est vraiment de pouvoir garder ça parce que ça permet que lui puisse du coup évidemment faire ses armes et continuer à évoluer dans son milieu voilà, de haut de gamme et de luxe. Et ensuite, donc, il y a un intérêt commun. Ok, très clair. Tout à fait. Et lui, il a vraiment directement cru au format. Ça qui était intéressant, c'est qu'il a vraiment vu ce format-là quand je l'ai présenté il y a 2-3 ans maintenant qu'il nous a rejoint, où il a tout de suite pris au format. Il trouvait ça assez exceptionnel de pouvoir faire découvrir des vins que lui a l'habitude de servir en table de restaurant. Forcément, il voit un peu tout le temps les mêmes personnes. Il m'a dit, c'est génial de pouvoir rentrer dans le salon des gens, leur faire découvrir ces pépites-là que moi j'avais envie de faire découvrir. Lui, c'est vraiment un artiste qui a envie de faire découvrir son œuvre et donc c'est là où ça fait sens. Donc là, on a beaucoup de chance d'avoir ça. J'ai Agathe qui a une question plutôt intéressante. C'était la mienne également. Aujourd'hui, si le partenariat s'arrêtait avec lui, quel serait le plan B? Je pense que tu y as pensé. Très bonne question. Alors déjà, le partenariat n'a pas de raison de s'arrêter pour le moment. Tout se passe bien, on s'entend très bien et on a encore plein de beaux projets ensemble, plein d'idées que je ne vous spoil pas tout de suite, mais pour la suite avec des choses très sympathiques qui vont sortir cette année. Mais si jamais ça venait à se passer, c'est ça qui est bien, c'est que on a d'autres personnes avec qui on a déjà travaillé par le passé, d'autres MOF. C'est pas la seule personne à avoir ces titres-là, donc il y en a d'autres qui en ont, avec qui on a pu échanger ou autres qui sont intéressés aussi de pouvoir travailler avec nous. Donc jusqu'à présent, on dit non à ces personnes-là, parce que du coup, on a déjà quelqu'un. Mais en fait, ça serait extrêmement facile. On a besoin de faire autre chose. Donc, c'est pas l'idée, puisque moi, je suis persuadé que c'est la meilleure personne pour nous accompagner aujourd'hui. Mais si jamais ça devait changer demain, on saurait se retourner. Ok. Donc, si je comprends bien, au cas où tu as un plan B et tu as déjà été sollicité par des MOF qui ont été comblés par ton projet. Okay. Tout à fait, qui ont vu le format, qui ont vu tout ça, qui se sont dit que c'était. Ils nous ont demandé tout simplement s'il y avait de la place, si on avait besoin de quelque chose. Ok, très clair. Donc c'est important à soulever. J'ai Aurélien également qui demande est-ce que l'objectif serait de se développer dans le monde entier? Alors oui, tout à fait. T'es pas mal présent déjà. Hein. Ouais, l'international, c'est une part assez importante de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 15%, donc quasiment une vente sur 6 qui est déjà expédiée hors de la France. Majoritairement, ça va être Belgique, Pays-Bas, Suisse. On a un peu aussi d'autres pays européens. On a essayé les UK l'année dernière, l'Espagne, l'Allemagne et anecdotiquement d'autres voies aussi outre-Atlantique. On a envoyé au Canada, aux États-Unis, en Australie, à Dubaï où ça marche étonnamment pas mal. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir développer ça. Aujourd'hui, on n'a pas du tout fait d'efforts plus que ça pour y aller. On se rend compte qu'on est arrivé à une vente sur 6 assez simplement, sans mettre beaucoup d'efforts là-dedans. Donc l'idée, c'est qu'on se dit que justement, avec cette levée de fonds, ça va nous permettre d'avoir plus des moyens de nos ambitions, de pouvoir recruter des personnes sur place pour ouvrir des pays,
pour voilà, faire la logistique sur place, qui est évidemment un gros point, puisque en France, on est livré en 24 heures, mais en fait, à l'étranger, c'est pas forcément le cas. Mais ça demande des investissements, d'avoir des entrepôts, d'avoir un logisticien, des gens qui parlent la langue, traduire le site, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait que ça va énormément booster notre chiffre d'affaires et nos revenus. Ça, on en est persuadé. On a la chance aussi, et c'est là quelque chose, moi, je trouve, qui est assez incroyable dans notre projet et que je veux vraiment défendre, c'est que, comme on est une marque française, et le vin, c'est quand même une des grosses références de la France. Hein, c'est le deuxième contributeur au PIB, le vin de la France, c'est assez immense. On est reconnu à l'international pour ça. Tout le monde associe la France au vin. Et aujourd'hui, on a la chance, du coup, d'avoir cette position-là de leader de la dégustation de vins et de spiritueux en France. Donc, en fait, on est les plus gros sur ce marché-là. On a la marque la plus connue sur ce flacon et sur ce format-là. Et en fait, dire que maintenant qu'on a réussi à avoir cette place-là en France, on a la légitimité d'aller à l'étranger, ça fait complètement sens. Et on peut se dire que demain, dans tous les pays du monde, on dégustera des bons vins français. Ce sera un nouveau moyen d'exporter nos vins pour les faire découvrir aux étrangers. Et pour ça, on est très bien placé pour prendre cette place-là. Et d'aller faire ça et doubler cette part de l'international, déjà passer à 30% le plus rapidement possible. Ok, excellent. En lien avec ce que tu disais justement, Agathe demande aujourd'hui quel ratio, je pense qu'on parle du chiffre d'affaires pour l'international en termes. Tout à fait. Alors, sur aujourd'hui, du coup, on est à 15%. Nous, l'idée, c'est de pouvoir le doubler sous 2 ans. Donc, que d'ici fin 2026, du coup, on soit à 30%, ce qui est très crédible. Là, on se rend compte que depuis le début de l'année, on est très bien parti. On va être au-delà de 20% sur le premier semestre et on sait qu'on va continuer à augmenter sur la suite. Donc, on peut y arriver même peut-être avant ça. Et encore une fois, il y a aussi d'autres leviers qu'on n'a pas encore vraiment actionnés, comme l'export vraiment à des revendeurs, à des distributeurs locaux, des choses sur lesquelles on travaille déjà. Et tout ça mis bout à bout fait que l'idée, c'est de pouvoir arriver à terme, après ces 2 ans-là, à 50%, que la moitié du CA soit fait en dehors de France, ce qui est tout à fait crédible aussi et nous permettrait d'avoir une base encore plus large. Ok, très, très clair. J'avais une question également de Thomas qui me demandait quelle garantie sur l'évolution de Flacon. Bien sûr. Je pense là plus, quelles sont tes prévisions de demain? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place? Qu'est-ce que tu veux mettre en place grâce à la levée de fonds pour suivre ton BP, ton professionnel, tout simplement? Complètement. Là-dessus, nous, c'est hyper important de pouvoir prévenir ça au maximum, pouvoir anticiper tous les scénarios. Et donc, on a vraiment passé du temps avec Tudigo notamment sur un business plan qui soit vraiment solide et qui est celui qui est aujourd'hui disponible sur la plateforme que vous pouvez télécharger depuis la page projet si vous ne l'avez pas encore fait. Et tout est détaillé dedans avec à chaque fois nos prévisions, ce qu'on compte faire sur les prochaines années. Et donc là, globalement, l'idée, c'est d'arriver à 15 millions de chiffre d'affaires et 3 millions d'EBITDA en 2030, qui permettrait de faire un beau multiple pour votre investissement si on arrivait à ça. Et pour répondre directement à la question, sur les garanties en soi-même, il n'y a pas de garantie. Comme dans tout projet, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et il n'y a pas de garantie d'investissement. Hein, on n'est pas dans d'autres types d'investissements complètement garantis. C'est à la fois le risque de ce qui existe, mais c'est aussi ce qui permet du coup d'avoir un bon rendement, puisque le risque est directement lié au rendement. Donc nous, c'est ce qu'on défend. Moi, le but, évidemment, de tout mon travail sur ces prochaines années, ça va être de défendre votre investissement au maximum. Voilà, on est tous alignés dans le même intérêt de faire grandir ce beau projet le maximum possible. Et donc moi, je vais travailler là-dessus au quotidien et puis continuer à bien s'entourer, continuer à identifier tous les leviers d'action, continuer à vous informer aussi régulièrement. Pour ceux qui auront investi, vous aurez un reporting régulier pour pouvoir suivre les KPI, pour savoir où on en est, pouvoir voter sur ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Donc l'idée, c'est que vous pouvoir avoir un maximum de transparence, comme j'ai toujours fait avec mes partenaires, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Merci Clément sur ça. Ça, c'est vrai que c'est important quand vous investissez dans une entreprise. Ensuite, nous derrière Tudigo et avec des porteurs de projets comme Clément, d'avoir les reportings tous les 3 à 6 mois pour suivre l'entreprise, suivre ce qui a été mis en place et tout simplement de savoir comment travaille notre argent. Mais je rejoins ce qu'a dit Clément aujourd'hui. Ce qui fait la richesse du non-côté aussi et la richesse de l'investissement, c'est effectivement qu'il n'y a pas de garantie. Hein, c'est ce qui fait aussi les rendements assez exceptionnels qu'on peut avoir sur ce type de deal. On se parle des Perrine qui nous demande sur les fortes hausses des droits de douane. Comment tu envisages ça, le risque sur les ventes, notamment aux US là, pour le coup? Carrément. Ce qui est bien, c'est que pour l'instant, on n'est pas impacté, puisqu'on n'a pas de vente aux US significative qui soit un problème pour nous.
L'idée, c'est de pouvoir évidemment prévenir ça. Donc là, on est dans une grande incertitude. Personne ne sait comment ça va se passer, ce qui va se passer dans la tête du président américain demain, qu'est-ce qu'il va nous dire. Là, pour l'instant, c'est retombé. Là, on est à 10% pour l'instant, donc c'est tout à fait envisageable. C'est pour ça que là, on a la chance en plus, ça c'est une exclusivité que je vous donne, qu'on n'a pas encore communiqué dessus, mais on a trouvé un importateur aux États-Unis qui est partant pour nous faire un premier test et donc commander une palette de plusieurs centaines de coffrets pour pouvoir tester du coup aux États-Unis, voir comment ça se passe. Donc ça, c'est déjà fait, ça va se faire. Et l'idée, c'est de pouvoir tester ça rapidement. Et ensuite, évidemment, s'il y a des droits de douane, on avisera, on verra. C'est le plus grand marché du monde du vin. Donc, c'est évident que c'est quelque chose qu'il faut tester, sur lequel il faut aller. Par contre, il faut bien le faire. Donc, c'est là où on continue à bien s'entourer, à faire le maximum avec les informations qu'on a et on anticipera le moment venu si jamais ça évolue dans un sens ou dans l'autre. Ok, top Clément. Toujours pareil en termes d'anticipation, je fais lien avec la question d'un investisseur qui demande beaucoup de tendances aujourd'hui sans alcool. Ouais. Est-ce que tu as un plan pour ça? Est-ce que tu as envisagé des choses sur Complètement. ce sujet-là? C'est vrai que c'est une grosse tendance, ça, qu'on s'en est rendu compte avec nos clients, notamment. Nous, on aime beaucoup être très proche de nos clients, leur envoyer des formulaires régulièrement pour leur demander voilà, qu'est-ce qu'ils voudraient voir demain, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, comment ils veulent voir notre offre évoluer. Et donc là-dessus, quelque chose qui est vraiment beaucoup revenu l'année dernière, c'était le sans-alcool, du coup, puisqu'il y en a beaucoup qui nous disent c'est super ce que vous faites, mais en fait, on va pouvoir déguster d'autres spiritueux, par exemple, sans alcool. Et donc, c'est pour ça que l'année dernière, on a sorti un coffret sans alcool qui est déjà disponible sur le site, si vous voulez aller voir, qui est en rupture de stock là, tellement le succès était important, mais on va en refaire. On était un peu dépassé par ce succès-là, mais ça prouve encore la profondeur de marché là-dessus. Et donc là, c'est le premier flacon que je vous ai montré, qui est celui-là, hein, qui n'est pas du vin. La couleur le montre un petit peu. Voilà, donc ça, c'est un bitter qui est de la marque JNPR, Juniper, qui sont les leaders tout simplement des spiritueux sans alcool en France, avec lesquels on a un deal du coup pour faire ces coffrets-là de sans alcool. Où vous avez 4 flacons sans alcool. Il y a un gin sans alcool. On discute là pour faire un coffret avec des rhums sans alcool. Voilà, plein de belles choses avec toujours ce petit livret qui est à l'intérieur avec des idées de cocktails. Je me disais tout à l'heure qu'il était un peu clair pour du vin. Je savais pas si c'était le néon. Oui, c'est bon. On peut voir un petit peu la différence ici avec notre vin sous la mer qui a il y a une petite différence quand même, mais bon, pas tant que ça. Mais oui, voilà, donc sans alcool, très grosse tendance qu'on continue à prendre. C'est important pour nous aussi de défendre le fait qu'on n'est pas du tout là pour être de la consommation, de la surconsommation. Hein. Le format, évidemment, parle de ça. L'idée, c'est pas d'inciter à la surconsommation, mais au contraire, d'éduquer les gens à avoir une consommation responsable dans tous les sens du terme. Et donc, pour ça, le sans alcool, c'est complètement naturel pour nous. Ok, très clair. Merci beaucoup Clément de ces explications. J'ai Aurélien qui me demande quel est l'objectif personnel à terme. Comment en fait, je pense la question c'est comment tu vois la sortie des investisseurs. Aujourd'hui, est-ce que toi, pour rachat de la société, ou tu comptes rester MBO, enfin à horizon 3-5 ans, quelle est ta vision stratégique sur l'exit de nos investisseurs? Tout à fait. Et bien là-dessus, nous, l'idée évidemment, c'est de pouvoir vous proposer un événement de liquidité à terme, donc que vous puissiez sortir votre investissement et faire une plus-value. Donc c'est évidemment pour ça qu'on va travailler. Donc là, comme on a dit jusqu'à présent, et comment on augmente la valeur de vos parts et ensuite comment on fait pour les récupérer, là, ça va être effectivement d'avoir un exit à un moment donné. Nous, on a une clause de toute façon de sortie qui a été négociée avec Tudigo. Hein. On a une obligation dans 5 ans, ça s'appelle une clause de rendez-vous. Exactement. Rendez-vous et on va devoir du coup mandater une banque d'affaires qui va devoir estimer la valeur de Flacon à ce moment-là, qui aura évidemment bien on aura tout fait pour, et qui devra aller proposer ça à des investisseurs potentiels, des racheteurs potentiels pour essayer de trouver s'il n'y a pas quelqu'un qui serait intéressé pour un rachat potentiel. Moi, l'idée, c'est pas de le faire trop tôt, c'est pas de le faire trop tard, c'est de le faire au bon moment. C'est de le faire quand ça nous permet d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller plus fort, de vous proposer aussi une belle sortie à vous. Donc moi, j'ai pas d'urgence là-dedans. Je veux vraiment continuer de toute façon à m'investir dans ce projet comme j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Ma motivation principale, ça reste d'apprendre au quotidien, comme je l'ai fait depuis les débuts, à tout faire moi-même. Le packaging que je vous montre, c'est moi qui l'ai fait, tous les livrets, tous les l'idée de la sélection, etc. J'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus et ça prouve vraiment que c'est ce que j'ai aimé faire et que j'ai envie de continuer à faire. Et voilà, donc si à un moment on a un deal stratégique qui nous permet d'aller plus loin et de pouvoir rencontrer d'autres acteurs qui nous permettent d'aller passer à la prochaine étape, évidemment, on considère pas ça, vous serez tenu au courant évidemment. Et ensuite, sur les modalités particulières, là-dessus, ça va dépendre évidemment de ce qui est possible, mais ça peut être un exit auprès d'un acteur industriel, une grosse marque de luxe, ça peut être LVMH, ça peut être Pernod Ricard, qui sont des gros qui font beaucoup de rachats chaque année et qui en ont fait jusqu'à présent sur des entreprises similaires. Ça peut être des concurrents.
Ça peut être aussi un LBO, comme tu l'as mentionné, Théo. Là-dessus, c'est aussi quelque chose qui est très probable, puisqu'on estime qu'on atteint la rentabilité dans 2 ans et qu'ensuite, ça va nous permettre du coup de pouvoir avoir tout simplement les moyens de faire un leverage buyout, qui est un moyen pour moi du coup de racheter vos parts, en fait, tout simplement. Que ce soit moi, que ce soit une banque ou d'autres investisseurs. Donc, ouais, l'idée, ce serait du coup de pouvoir proposer quelque chose comme ça. Et puis voilà, c'est toutes les possibilités qu'il y a, avec aussi les dividendes, c'est un moyen et qu'on distribue des dividendes, c'est important. Très clair, merci, merci Clément. J'ai Jean-Louis qui nous demande, qui te demande, est-ce que tu avais fait appel aux banques pour une partie des besoins en financement? Sinon, pourquoi? Tout à fait. On est actuellement aussi en discussion avec des banques, puisque la pratique, c'est du coup d'avoir une partie d'investissement contre des actions en equity, comme ce qu'on fait ici avec Tuligo, et de matcher ça ensuite avec une partie qui soit en non dilutif, comme on dit, donc avec des dettes bancaires et autres. Et donc là-dessus, nous, on est déjà en discussion avec des banques, notamment la BNP qui a commencé à nous accompagner. Et là, on fait jouer les offres pour essayer de voir ceux qui seront les plus à même de pouvoir continuer à nous accompagner. Donc oui, l'idée, c'est de pouvoir matcher ça. Comme pour l'instant, comme vous l'avez vu dans le dossier, on n'a pas eu de rentabilité l'année dernière, les fonds propres ne sont pas suffisants pour faire pour un financement bancaire tout simplement sans faire de levée de fonds. Donc c'est pour ça que pour répondre à une partie de la question, on n'a pas fait de financement bancaire uniquement. L'idée, c'est de pouvoir du coup faire cette levée de fonds-là, pour pouvoir financer notre développement et matcher ça avec du non dilutif, de la dette bancaire pour pouvoir démultiplier du coup nos financements et pouvoir aller encore plus loin, encore plus vite, quoi. Très clair. Merci Clément. J'ai la suite de la question d'Aurélien tout à l'heure qui demandait sur comment tu envisageais l'exit pour nos investisseurs, qui demande s'il pourrait garder ses parts s'il y a un rachat. Donc là, c'est plutôt pour le coup moi qui vais vous répondre. Aurélien, aujourd'hui, quand vous investissez, vous rentrez dans la SPV, donc dans un véhicule d'investissement où est-ce qu'on regroupe tous les investisseurs qui rentrent au capital de la société cible, en l'occurrence Flacon. Donc à ce moment-là, vous sortez effectivement. Vous avez un droit de sortie conjointe tous en même temps. Vous ne pouvez pas décider un investisseur de rester ou non. Ça, on pourra vous l'expliquer plus dans le détail. Donc, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi et je rentrerai plus dans le détail sur cette partie-là ou avec votre chargé d'investissement respectif, Aurélien, si vous en avez un. Ok. Perrine qui nous demande du coup à partir de quand on peut décider de revendre nos parts. Peut-on les vendre plus ou moins quand on veut ou pas? Alors là, ça va avec la suite de ce qu'on disait. Non, dans nos côtés, il faut un événement. Aujourd'hui, dans les 5 ans, effectivement, alors comme le disait Clément, la volonté de Clément, c'est de l'amener à un certain stade de développement et de vendre au bon moment ou de faire une LBO, donc les fondateurs, donc Clément et son équipe qui viendraient racheter les parts de la holding Tudigo. Ou dans tous les cas, on met ce qu'on appelle une clause de rendez-vous à 5 ans. Ça veut dire qu'à 5 ans, s'il n'y a pas eu ces scénarios-là, on s'assoit autour d'une table avec Clément et pour discuter d'une porte de sortie, tout simplement. Voilà un petit peu, et encore une fois, ça, on pourra regarder plus dans le détail. Perrine, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi ou votre chargé d'investissement respectif pour que je vous donne tout ça dans le détail. Mais il faut vous dire qu'aujourd'hui, on part sur un investissement à hauteur 3-5 ans, avec un potentiel de rendement estimé entre x5 et entre x3 et x5 sur un deal comme celui-ci. Okay. Moi, j'avais une question, Clément. Là, on a fait le tour sur les autres questions. Une petite question sur le conditionnement, comme je t'avais dit juste avant le live, on n'a pas eu forcément le temps de terminer, donc je pense que ça peut intéresser nos investisseurs. Aujourd'hui, on se parlait de la sélection du vin fait en amont. Ensuite, une fois le vin sélectionné, comment il arrive, voilà, comment ça se passe jusqu'à le petit coffret au pied du sapin. Carrément. Très grande partie, évidemment, importante dans ce qu'on fait. Donc là-dessus, en fait, très simple. On a un partenaire industriel qui est basé à côté de Saint-Émilion, à Castillon-la-Bataille, où il a un site en fait de reconditionnement avec les machines qui permettent du coup, de faire ça. Nous, on achète les vins soit dans des bouteilles, soit quand c'est possible en France, notamment, on l'achète aussi en bib, quoi, donc dans des grandes cuves qui permettent d'avoir directement le vin sans avoir à jeter les bouteilles derrière. Et donc, on commande directement en vrac, ça s'appelle le vin en vigneron, dans des grands contenants de plusieurs, évidemment, dizaines de litres, ce qui permet de le reconditionner encore plus vite, plus facilement et d'avoir aussi des meilleures marges, évidemment, puisqu'on ne paye pas toutes les bouteilles qu'il y a derrière, sans aucun impact, du coup, sur le client final. Et donc, lui, il est capable de faire ça sur ces 2 types de formats et ensuite de passer jusqu'au flacon avec tout simplement un écoulement classique. Là-dessus, il y a aussi plein de technologies et de secrets industriels
qui font qu'on peut passer directement sans qu'il y ait aucun souci sur la conservation. Okay. Donc conservation 3 ans. C'est ça. En réalité, c'est autant que la bouteille initiale. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait aucun par rapport à la bouteille. Là, la société a 3 ans, donc les tests maximum qu'on a pu faire, c'était 3 ans. Il n'y avait aucun. Ok. D'où la formation. Ok, très clair. Ok, super. Alors, je suis désolé, j'ai dû oublier des questions de Thomas. Alors, j'en ai une qui demandait, question à part, y a-t-il des avantages pour les investisseurs flacons pour les achats personnels? Est-ce que tu as pensé à mettre quelque chose en place? On peut tout à fait. J'ai pas forcément réfléchi, mais c'est une très bonne idée. On pourrait faire un code promotionnel qui permette aux investisseurs du coup d'avoir une réduction. Ouais, c'est une très bonne idée. On pourra en discuter, mais comme je vous l'ai dit, le but c'est aussi d'être proche de vous. Donc on enverra ensuite un petit formulaire pour en savoir plus sur vos attentes, ce que vous voulez qu'on fasse, et évidemment pourquoi pas des réductions. Donc très bonne idée. Ça, on pourra regarder ça avec Elisa dans un second temps, effectivement, de ce qui est possible de mettre en place pour nos investisseurs pour faire tester aussi les produits. En parlant de ça, j'ai un investisseur qui aimerait bien tester le produit avant d'investir. Il demande où est-ce qu'il pourrait trouver sur Paris, par exemple. Alors, je sais que ça, c'est parfait. On va parler aussi du B2B, chose qu'on n'a pas forcément encore abordé. Est-ce que sur Paris, du coup, tu travailles déjà peut-être avec des cavistes, ou est-ce que on peut trouver rapidement un produit, ou faut commander sur Internet avec une livraison en 24 heures, comme tu disais? Tout à fait. Alors, c'est toujours possible, effectivement, de commander sur Internet en 24 heures. Et aussi, on a la chance, du coup, d'avoir de plus en plus de revendeurs qui nous rejoignent et qui revendent nos produits. Donc là, notamment sur Paris, on a quelques caves et aussi le réseau des boutiques des raffineurs, qui sont aussi un grand acteur des cadeaux en ligne et qui ont aussi quelques boutiques. Donc, c'est le plus simple, c'est d'aller chez les raffineurs. Il y en a à Lille, il y en a à Paris et dans d'autres villes de France. Et là, vous pouvez directement passer. Nos coffrets sont bien mis en avant parce que ça marche très, très bien chez eux. Donc, c'est aussi un bon exemple qui fait qu'il y a beaucoup d'autres vendeurs qui font leur inspiration chez eux, qui ensuite commencent à faire le temps. Et ouais, c'est un bon moyen d'aller chez les raffineurs ou chez d'autres revendeurs. On les met sur notre site, on a une page spéciale si vous voulez aller voir avec toutes les boutiques qui nous mettre à jour. Parfait, Clément, merci. Sur ça, moi, me vient une question qui doit intéresser nos investisseurs. Comment tu comptes pénétrer justement le marché B2B de façon un peu plus conséquente? Quel modèle économique? Tu parles de système d'abonnement. Quelle est ta vision quelle est ta stratégie sur le B2B? Alors sur le B2B, tout à fait. Là, l'idée, comme l'international, c'est qu'on a commencé par tout ce qu'on fait, c'est de pouvoir faire des tests à petite échelle et ensuite directement de pouvoir voir si ça marche et d'aller ensuite dans la direction où ça fonctionne le mieux pour limiter les coûts et les efforts et maximiser l'impact. Et donc là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur le B2B, ça marchait très bien aussi, puisque sans rien faire l'année dernière, on avait 15% de nos ventes en volume qui étaient du coup en B2B, qui étaient par des revendeurs, des cadeaux d'affaires. Là-dessus, du coup, sur les 15 points de volume, donc de nos coffrets totaux qui sont vendus en B2B, on a les 2 tiers, donc 10 points qui sont vendus à des revendeurs, qui eux vont être du coup des raffineurs, Nature et Découverte, Flux, le Concept Store, les fabriques de style, qui est un autre réseau de boutiques. Et puis du coup aussi, les 5 points restants, ça c'est des cadeaux d'affaires. Donc là-dessus, on a travaillé avec Accor, avec plein de belles marques qui offrent des cadeaux d'affaires à leurs clients ou à leurs employés chaque année. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et la petite avant-première que je vous donne aussi, qu'on a eu récemment, c'est que la semaine dernière, on a signé avec les Galeries Lafayette pour être distribués dans leur réseau national à Paris, à Nice, à Bordeaux, dans plein de belles villes, au BHV du Marais aussi. Donc ça va être assez important et très intéressant pour nous pour faire du volume aussi et pouvoir être présent dans ces belles enseignes-là. Et nous, notre stratégie pour répondre à la question initiale, du coup, c'est de commencer par être présent dans des belles enseignes comme on a commencé à l'être, ce qui en fait amène ensuite les petites à aller faire apprendre leur inspiration tout simplement et à nous contacter sans qu'on ait besoin du coup d'aller avoir des commerciaux qui vont les démarcher. Ça, c'est vraiment la stratégie que moi je trouve qui est game changer, c'est de ne pas recruter l'argent des commerciaux au démarrage, mais de commencer par être présent dans des belles boutiques et mettre toute notre énergie là-dessus, pour ensuite qu'eux viennent naturellement à nous. Donc ça, c'est assez incroyable parce que ça nous permet de démultiplier notre volume et nos chiffres d'affaires sans avoir à démultiplier nos coûts. Et c'est une belle stratégie gagnante qui permettra aussi du coup à vos parts de rapidement augmenter si on fait ces belles opérations sur la fin de l'année. Ok, super Clément. Toujours dans l'optique du B2B, est-ce que tu comptes aller sur le marché étranger également dans cette vision B2B? Ouais, tout à fait. Ouais. Là-dessus, on a déjà des discussions avec des exportateurs, des distributeurs locaux
qui pourraient être intéressés de revendre Flacon à l'étranger. Et là-dessus, pareil, tout est en belle synergie. À partir du moment où on a une belle marque forte en France, ce qu'on commence vraiment à avoir, et bien évidemment, à l'étranger, on commence à nous contacter. À partir du moment aussi où on a une belle présence dans des belles boutiques et des réseaux de distribution, bah pareil, les réseaux étrangers qui font leur veille, hein, c'est leur travail. Il y a des gens qui sont payés toute la journée à essayer de voir ce qui marche à l'étranger. Et ben en fait, ils commencent à voir, Flacon dans le vin, ça marche super bien. Et ben si on allait toquer à leur porte et voir ce qui est possible de faire. Donc là, on est en train de monter quelque chose pour eux. Et encore une fois, c'est des choses qu'on n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup mettre en avant et sur lesquelles on n'a pas encore énormément travaillé pour des raisons du coup de temps et d'énergie et de limitation de budget. Et là, l'idée, c'est vraiment avoir les ambitions, de pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et de pouvoir recruter les bonnes personnes et mettre un maximum d'efforts pour que tout ça puisse se faire en temps et en heure. Ok, top. Question d'Agathe, toujours dans l'optique étranger, mais là plus dans le côté approvisionnement. Est-ce que tu as pensé à travailler justement pour le coup avec des vignerons étrangers? Oui, ça on le fait tout à fait, on le fait déjà. Ouais. On a des coffrets, par exemple, un coffret qui est très apprécié, qui est notre coffret des grands vins du monde, où là-dessus on va avoir un Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande, un vin du Maroc, on a un vin du Liban, on a un vin de Californie, et ça c'est très apprécié, ça permet vraiment de goûter des vins de l'étranger. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les Français aiment beaucoup goûter les vins de l'étranger, et dès que c'est à l'étranger, ils aiment beaucoup goûter les vins français, donc là aussi ça fait des... Il y a une synergie intéressante, ok, très clair. Ouais. J'ai une question de Thomas qui dans la vidéo de présentation, vous parlez de réussir à évoluer comme une entreprise proposant sensiblement la même chose aux US. Si cette évolution est positive, comment géreriez-vous le fait de devenir un des concurrents de cette marque? Oui, tout à fait. Donc ça, je vois, c'est Flaviar que j'avais évoqué dans la vidéo, qui est une excellente preuve pour vous de voir que tout ce que je raconte depuis le début, c'est pas juste dans ma tête et des fabulations. En fait, il y a déjà des entreprises qui, sur le même concept, marchent très très bien, notamment du coup Flaviar aux États-Unis qui réalise plus de 100 millions de chiffres d'affaires, donc c'est très impressionnant. À la base, ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise européenne, slovène pour être précise, qui ont du coup développé ces flacons-là. Ils ont commencé par des flacons comme nous, mais uniquement sur la partie spiritueux, pas sur la partie vin. C'est la grande différence. Et donc c'est vraiment ce que je vous ai montré tout à l'heure, ces petits flacons-là, ils ont quelque chose d'assez similaire. Si vous allez sur leur site, vous verrez. Et en fait, ils ont commencé avec ça il y a quelques années, une dizaine d'années à peu près. Ça a très bien marché au UK notamment et ensuite aux États-Unis. Et aujourd'hui, leur chiffre d'affaires 90 millions aux États-Unis. Et donc là-dessus, très simple pour la différenciation, c'est que eux ils font des spiritueux, nous on fait des vins pour l'instant en majorité. Donc là-dessus c'est la première raison. Et la deuxième raison qui est encore plus rassurante pour vous, c'est qu'en fait on est déjà en discussion avec eux. C'est ce que j'évoquais, c'est ce qui est évoqué dans la note d'investissement si vous l'avez téléchargé. Là qui présente Flaviar, leurs chiffres et puis les discussions qu'on a avec eux. Je suis allé en Slovénie en début d'année rencontrer les fondateurs directement à la capitale, à Ljubljana. On a échangé avec eux de deals stratégiques qui étaient possibles de faire dans le futur. Ils nous regardent du coin de l'œil, ils voient un petit peu ce qu'on fait, on continue à discuter, que ce soit pour des synergies commerciales ou bien même capitalistiques. Au rachat potentiel. Ils pourraient très bien vouloir nous racheter à terme si jamais nos chiffres étaient bons pour avoir une place en Europe, puisque c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils n'ont pas encore réussi à prendre cette place en Europe comme nous on l'a fait. Et donc en fait, ce serait un bon moyen pour eux de le faire facilement. Donc là-dessus, ça pourrait être une bonne stratégie d'exit à moyen terme pour vous. Donc pour résumer, on serait plus finalement sur une synergie et un partenariat plus qu'un concurrent, puisqu'ils sont portés sur les spiritueux et toi principalement sur le vin et en Europe. Très clair, on va rentrer vraiment dans les dernières minutes, dernières questions. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, toi Clément. Je pense qu'on a fait le tour. Après, n'hésitez pas, vous allez avoir les liens de prise de rendez-vous pour aborder le sujet un peu plus dans le détail sur la partie, on va dire, financière. Là, le but, c'était vraiment voir la vision de Clément. Je pense qu'il nous a bien transmis son savoir et la vision de demain pour Flacon. Complètement. Ouais, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les mettre dans le chat. Et puis, de toute façon... il y a Agathe qui faisait... excuse-moi Clément, je t'ai coupé. Agathe qui demandait justement sur les vins étrangers, si c'était une ambition de croissance pour toi. Donc, je te laisse y répondre. Mais... Alors ça c'est ah oui, est-ce que ça va nous permettre de faire plus de croissance si on a plus de vins étrangers, c'est ça? J'ai l'impression. Je pense comme ça. Aujourd'hui, je pense que tu répondais en disant que c'est un des produits phares. Et ça va avec ta stratégie. Alors, tu m'as dit, je me trompe, mais ta stratégie de faire découvrir aussi des vins rares. Aujourd'hui, c'est la demande aussi des Européens, des Français, d'aller dénicher la pépite grâce à ton MOF, encore une fois. Voilà.
C'est le côté découverte, quoi. Nos clients, ils nous apprécient pour la découverte, ils veulent découvrir des pépites, des vins qu'ils n'ont jamais goûté. Et là-dessus, on a toujours cette pensée limitante très chauvine qu'en France, on fait les meilleurs vins, ce qui est très vrai, puisqu'on a des belles pépites, mais aussi des très belles pépites à l'étranger. Et donc là-dessus, ouvrir un peu ses horizons et découvrir des belles choses à l'étranger, c'est un bon moyen aussi d'être surpris et de surprendre quelqu'un quand c'est un cadeau. Et ça, c'est ce qui est très apprécié dans le format, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter une bouteille entière pour s'en rendre compte. Là, avec un seul coffret, on peut faire déjà un petit tour du monde. Donc, c'est clairement un truc qu'on va développer dans le futur, ça c'est clair. Autant sur les vins que sur les spiritueux d'ailleurs. Top. On va aborder la dernière question d'Agathe, Clément. Combien de personnes dans l'équipe aujourd'hui et quelle est la stratégie de développement? Ouais, alors on est 4 aujourd'hui dans l'équipe. Donc moi je suis seul fondateur et ensuite on a des personnes qui nous accompagnent en stagiaire, en alternance, on est en freelance, on a des agences qui nous accompagnent au quotidien aussi. Ça c'est un bon moyen aussi puisqu'on a une grosse saisonnalité, on est très pertinent sur les périodes de l'année, sur Noël, la Saint-Valentin, la fête des mères, fête des pères qui arrive. Donc on a des événements un peu toute l'année, mais sur ces moments-là ça fait des gros pics d'activité. Et donc du coup c'est un moyen d'avoir cette structure-là très light, de pouvoir avoir les gens dont on a besoin au bon moment. Et là aussi, ça va être aussi le but évidemment de la levée de fonds, c'est de pouvoir continuer là-dessus, des personnes pour nous accompagner et aller encore plus loin dans notre vision et notre exécution. Pareil aussi, je regardais dans le deck, aujourd'hui tu es accompagné par François-Xavier Desplanques, le CEO Belvédère, donc groupe LVMH, et par Édouard Trucy. Donc là, je pense qu'il va t'apporter une orientation stratégique sur le modèle économique par abonnement que tu veux mettre en place. Tout à fait. Ça, c'est hyper intéressant parce que effectivement, François-Xavier Desplanques, qui lui était l'ancien CEO d'ailleurs de Moët Hennessy, donc dans les Champagnes, encore plus proche de ce qu'on fait, et là aujourd'hui de Belvédère, et qui m'accompagne au début. On a fait la même école et il m'a mentoré, et vraiment hyper intéressant pour voir tout ce qui est développement du coup de la marque et possibilités. Et puis Édouard Trucy, qui lui est directement dans le e-commerce, donc c'est un bon moyen aussi de voir comment lui il a développé PandaCraft, qui est une entreprise qui est exactement arrivée là où je vous ai dit que ça allait, qu'on ambitionnait d'aller, puisque son entreprise réalise plus de 15 millions de chiffre d'affaires, elle est très rentable, et l'idée c'est de pouvoir du coup évidemment avoir ces enseignements pour arriver au même niveau. Et pour le coup, on est très bien parti pour, on est encore mieux parti que ce que eux étaient partis au démarrage, c'est ce qu'il me dit, donc c'est très encourageant, et grâce à son éclairage, l'idée c'est que ça va être encore plus rapide qu'eux, donc on va tout faire pour. Alors on a perdu Théo, je pense, mais je vais continuer à animer si vous posez d'autres questions dans le chat avant qu'il ne revienne. Je regarde. Alors oui, combien de personnes dans l'équipe? On a dit ça. Les relations du coup avec la manufacture qui réalise les flacons, tout à fait. Donc là, c'est le deal qu'on a avec ce partenaire industriel là. Du coup, c'est très particulier puisqu'on a la chance qu'on soit associé en fait. Ils sont présents au capital. On a fait une première levée de fonds il y a un peu plus d'un an. Où ils sont rentrés au capital du coup et aujourd'hui ils ont 13% des parts et moi j'ai les 87 qui restent. Donc en fait ils sont minoritaires et moi je suis largement majoritaire, mais ça a permis en fait d'aligner les intérêts tout simplement, puisque c'est en fait puisqu'ils sont dans leur principal distributeur rentré, ça permet vraiment d'avoir des meilleurs prix, de faire une forte barrière à l'entrée. Du coup on a des marges très intéressantes grâce à ça. Donc ça c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer dans le futur. Ils sont vraiment accompagnés depuis les débuts, on n'aurait pas pu aller aussi loin aussi vite sans eux, avec des belles facilités qu'ils nous ont fait pour pouvoir grandir ensemble. Donc ouais, ça c'est un partenariat stratégique très fort. Et là-dessus, on n'en a pas forcément parlé du coup, mais effectivement, le conditionnement des flacons, c'est quelque chose qui est hyper central chez nous, et c'est pour ça que c'est une belle barrière à l'entrée aussi, qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui font ce qu'on fait, il n'y en a même aucun qui font exactement ce qu'on fait, parce que en fait, c'est très difficile de faire ce reconditionnement-là. Et avec eux, du coup, on a ce deal-là d'exclusivité qui nous accompagne. On a retrouvé Théo. Et oui, du coup, je réponds sur le conditionnement. Et pour finir là-dessus, du coup, on a un contrat, du coup, tout simplement de distribution avec des avantages financiers et autres qui permettent vraiment d'aligner les intérêts, de pouvoir grandir ensemble sur le sujet. Top. Merci Clément. Désolé les aléas de connexion. Donc c'est parfait. Merci à tous. Merci à Clément. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si on n'a pas pu aborder toutes les questions. Nous, on saura y répondre aussi. Nous, on reste en relation directement avec Clément également. Donc on travaille, comme le disait Clément, ensemble. OK. Évidemment. N'hésitez pas. Là, on vient de vous mettre les liens
en dessous pour pouvoir investir directement. Donc, vous pouvez directement aller sur la page du projet. Vous avez toutes les informations. On a passé vraiment du temps sur tous les dossiers, tous les chiffres, etc. pour vous apporter la vision la plus complète, la plus claire possible de ce qui est possible d'imaginer. Ajoutez-moi sur LinkedIn si jamais vous voulez continuer à poser vos questions. N'hésitez pas, vous pouvez m'ajouter Clément Gaveau sur LinkedIn pour pouvoir continuer à échanger. Et puis, avec plaisir. Top. Merci beaucoup, Clément. Merci à tous les présents et à bientôt. Au revoir. Très bonne journée à tous. Merci, Clément. Au revoir.